Espoir dans l'invisible, Théo au pays des réveils, Jérôme Pinte. Théo, jeune homme dynamique, vivait des changements importants dans son existence, et après une rupture douloureuse, il décida de retourner en Ariège pour se retrouver. Il redécouvrit la nature, fit la connaissance d'un jeune garçon handicapé avec qui il créa des liens, et avec qui il fit la connaissance du monde invisible. Ces rencontres allaient non seulement transformer sa vie, mais également celle du reste du monde. Espoir dans l'invisible. Il pleuvait sur la capitale. Dans la rue de Clichy, les livreurs s'activaient pour décharger leur cargaison et éviter la cacophonie des klaxons typiquement parisiennes. Ce fut justement un concert tonitruant de ces avertisseurs sonores qui réveilla Théo. Il était pourtant en plein milieu d'un rêve surprenant. En effet, il se retrouvait sur un chemin et une horde d'êtres étranges, de petite taille, aux yeux rouges, le poursuivaient en hurlant et en le menaçant avec leurs flèches empoisonnées. Il courait le plus rapidement qu'il pouvait, à en perdre haleine, et s'arrêta au moment où la sonnerie de la porte d'entrée le sortit complètement de son sommeil. En sueur, il se leva, enfila un caleçon, un t-shirt, et traversa le salon dans lequel jonchaient des cadavres de bouteilles de whisky, de vodka ou bien de rhum. Le tintement de la sonnette se fit plus insistant, mais c'est au même moment qu'il ouvrit la porte et qu'il se retrouva face à face avec le facteur. « Du courrier pour vous, monsieur Sénéchal. »« Merci. » Il referma la porte et posa la lettre sur la cheminée du salon. Il avait reconnu sur l'enveloppe l'écriture de Julie, sa petite amie, depuis 7 ans. Elle se trouvait dans le sud de la France pour une formation et il se demandait bien pourquoi elle lui envoyait un courrier alors qu'il l'avait eu au téléphone 2 jours auparavant. Il se rappela que la veille, il avait reçu chez lui des collègues du bureau de la nouvelle start-up qu'avait créé son ami Grégoire et qui vendait des produits et services divers sur le net. Cela n'avait pas spécialement un intérêt particulier pour Théo, si ce n'est celui de lui rapporter un pécule non négligeable. En 2021, la jeunesse d'aujourd'hui se retrouvait à faire des boulots en tout genre, et le changement d'activité était monnaie courante. Il ramassa des bouteilles et fit du rangement dans son appartement, qu'il louait depuis plusieurs mois déjà dans le 9e arrondissement de Paris. Un quartier qu'il appréciait vraiment, du fait de la présence de nombreuses salles de spectacle, bien qu'en ce début d'année, les salles ne pouvaient toujours pas accueillir de spectateurs, du fait de la pandémie virale qui frappait le monde depuis plus d'1 an déjà. Il se prépara un café bien serré et le prit sur son sofa, l'air pensif et rêveur. Théo, jeune homme de 25 ans, brun, s'était adapté depuis le début à la situation de ce qu'on appelait la crise sanitaire. Il faisait le plus souvent du télétravail et il se retrouvait avec ses potes pour des soirées clandestines, comme il s'amusait à dire. Il avait un avis sur la question de ce virus qui rôdait, et bien que sceptique sur la véracité des propos des dirigeants, il ne voulait pas faire de vagues et se gardait bien de partager son opinion auprès des siens et de ses amis, de peur de passer pour un complotiste. Terme à la mode, pour désigner toute personne qui n'allait pas dans le sens des messages véhiculés par le gouvernement et les médias, et toute personne qui pouvait avoir des intérêts dans cet épisode épidémique. Il arrivait dans la cohorte à se frayer un chemin, à suivre son but et à ne pas subir les mesures restrictives qu'il considérait comme abusives de la part des dirigeants. Il n'avait pas voté en 2017. Il se rendait compte que tout cela n'était qu'une histoire de sous et que l'humain passait très souvent à la trappe. C'était loin de ses aspirations, de ses idéaux à lui. Fils unique, Théo avait pris très tôt son indépendance et avait quitté le giron familial pour suivre son destin et vivre pleinement son existence. Depuis toujours, il suivait son intuition, son instinct, et ne se laissait pas dicter sa conduite par des dogmes, des normes, des conditionnements en tout genre. Bien sûr, il ne se qualifiait pas pour autant comme déviant et admettait qu'il y ait des règles et des lois pour régir la société, mais sur d'autres côtés, il préférait s'en remettre à ce qu'il ressentait au fond de lui. Depuis tout petit, il avait ce penchant pour être hors norme, à part, tout en se mêlant à la foule, en s'intégrant à des groupes divers. Il avait vécu tout un tas d'expériences, les filles, l'alcool, la drogue, le sexe avec des garçons. Il lui arrivait aussi parfois de fréquenter des salons de massage qui pullulaient dans le 9e arrondissement aux grandes dames des autres commerçants qui jugeaient que cela ternissait l'image du quartier. Lui, Théo, appréciait, après une dure journée de travail, de se faire masser longuement par des mains expertes venues d'Asie et qui lui prodiguaient souvent à la fin une finition qui le délivrait d'un poids énorme. Il se souvenait de Jingling, une chinoise qui venait d'arriver dans la capitale et qui, bien qu'elle ne parlait pas le français, avait pu se sentir en sécurité en présence de Théo.
Ils s'échangeaient des regards, s'adressaient des sourires, et ils ne perdaient rien alors du charme exotique ou érotique de la jeune femme dont les mains hésitantes arrivaient malgré tout à le faire jouir. Elle lui accorda même un jour une fellation inoubliable. Tout sperme bu, elle reprenait sa position de masseuse et son sérieux. Évidemment, cela faisait partie de son jardin secret. C'est à ces instants qu'il se rappela qu'il avait reçu une lettre de Julie. Il prit l'enveloppe, posée sur le marbre froid de la cheminée, même marbre qui lui rappela les carrières de marbre qu'il pouvait y avoir dans sa région natale, en Ariège, autour de Saint-Giron. Le contact avec ce matériau le renvoya plusieurs années en arrière, alors qu'il aimait à se perdre dans les vastes espaces forestiers de la région. Du fait de la conjoncture et du peu d'offres d'emploi que pouvaient lui proposer les environs, il se résigna à quitter son pays pour se rendre à la capitale, propice aux rêves et où tout semble possible, en dépit de la circulation, de la pollution et de l'insécurité qu'il peut y avoir dans certains quartiers. Bien que Théo n'ait jamais été ennuyé par qui que ce soit, durant toutes ces années passées dans la ville lumière. Bon, il faut dire que du haut de ses 1,80 m, il en impose, hein. Il ne faut pas trop venir l'asticoter. Il se rappela les chasses au trésor dans les montagnes du Cousseran, les contes et légendes d'Ariège que lui racontait son grand-père autour des montreurs d'ours, de l'apparition des Pyrénées et d'autres histoires encore tout autant pittoresques les unes que les autres. Sa grand-mère, d'ailleurs, lui avait offert un livre dans lequel on pouvait trouver des histoires anciennes qui parlent de l'Ariège, qui parlaient de l'Ariège. Il se posa sur le canapé et il lui sembla sentir sur l'enveloppe l'odeur de Julie. Il l'avait rencontrée lors d'une soirée sur les Champs-Élysées. Blonde, élancée, yeux clairs, elle dégageait une certaine assurance, et tout en elle était lumineux. Il s'était tout de suite plu, et ils partageaient de bons moments ensemble. Elle était spécialisée dans la communication pour une agence de mannequins, de comédiens et d'artistes en général, proches des Champs-Élysées justement. Elle était souvent occupée par des soirées, des cocktails, des vernissages, des avant-premières. Un monde qui dépassait un peu Théo, mais qui le faisait rêver malgré tout. Il se souvint de la première fois où ils firent l'amour, dans le studio de Julie, boulevard des Batignolles. Ils étaient rentrés du théâtre Hébertot, où ils avaient vu La femme du boulanger avec Michel Galabru. Ils avaient eu les places grâce à une connaissance de Julie, un comédien qui jouait aussi dans la pièce. Il s'appelait Julien Cafaro, et il appartenait à l'agence pour laquelle elle travaillait. Ils avaient beaucoup ri ce soir-là, et en rentrant dans le studio, une telle complicité avait suscité et fait naître une excitation commune. Très vite, les vêtements avaient volé dans la pièce et formaient un tas sur le linoléum. Les respirations s'emballaient, les langues se faufilaient partout sur les corps, dénudés, et très vite un tel élan déboucha sur un accouplement en bonne et due forme. Théo avait pénétré Julie avec tendresse et douceur, ce qui lui provoqua un orgasme incroyable, mais vrai. Il décacheta l'enveloppe avec une certaine appréhension et nervosité. Il remarqua que sur le timbre était représentée une fée aux ailes transparentes. L'écriture de Julie était claire, aérée, et elle lui rappelait les lettres qu'il avait trouvées dans le grenier de ses grands-parents, et qui apparaissaient comme des dessins, avec les pleins et les déliés, et dont l'encre violette semblait éternelle. Ces lettres enfouies était la correspondance que sa grand-mère et son grand-père avaient entretenue durant de nombreuses années. Avec le temps, cela s'était perdu. Et l'encre et le papier ont été remplacés par les courriers. Par les courriels plutôt, les fax et les SMS, ou autres messages télégraphiques qui n'ont pas la même saveur, le même charme. Le contenu de la lettre, comme il le craignait, n'annonçait pas quelque chose de réjouissant, et comme un soldat au front, il ressentit au fond de lui un tumulte, et très rapidement un vertige le saisit. Il s'évanouit alors sur le canapé, et la lettre tomba sur le parquet ciré. On pouvait lire ces mots. Théo, cela fait plusieurs mois déjà que je tente de te parler, mais à chaque fois je repousse l'échéance, et je fuis mes responsabilités. Depuis quelque temps, je ressens au fond de moi un détachement, une coupure, sans vraiment me l'expliquer, le comprendre. Tout se bouscule dans ma tête. Et je prends donc la plume aujourd'hui pour t'annoncer que j'ai pris une décision nous concernant et concernant notre relation. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, tout en espérant te ménager malgré tout, connaissant ta sensibilité, qui m'a, je dois dire, charmé au départ. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un hier, durant ma formation, je te passe bien entendu les détails, mais tu comprendras que nous deux, cela n'est plus possible. Je te demande de bien vouloir laisser les quelques affaires que j'ai chez toi à Sophie. Non, ne t'embête pas. Je demanderai de voir avec toi pour qu'elle passe les récupérer. Prends soin de toi et belle continuation. Bien à toi, Julie. Ce fut d'un coup de semonce pour Théo.
un avertissement certain du destin, qui lui intimait l'ordre en quelque sorte de prendre un nouveau cap. Il n'y avait pas eu cependant de reproche de la part de Julie, et ces mots avaient comme un couperet tranché à vif dans son estime et dans sa confiance personnelle. Il reprit peu à peu ses esprits et se demanda s'il était encore en train de rêver, et si justement son rêve mystérieux avec les démons qui le poursuivaient n'était pas venu l'avertir de cette nouvelle, plus que surprenante et bien bouleversante, il fallait le reconnaître. Il prit son téléphone pour avertir Grégoire qu'il n'aurait pas le temps de s'occuper des dossiers aujourd'hui pour les nouvelles commandes. Voilà, c'était un extrait du livre Espoir dans l'invisible ou Théo au pays des réveils, édition Bouclis. N'hésitez pas, si vous le souhaitez le commander, me contacter sur les réseaux sociaux ou en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt et merci aux nouveaux abonnés d'être abonnés à ma chaîne YouTube.